la bourse, le froid après le chaud, les marchés financiers désorientés ce mardi, le déficit commercial américain n'arrange rien. L'école face à l'immigration et aux religions, Lionel Jospin, le ministre de l'Éducation, dans ce journal évoquera la laïcité. Manifestation de plus en plus imposante en Allemagne de l'Est, le Politburo pourrait très vite écarter Erich Honecker. Le Tour de France, le millésime 90 nous mettra la tête à l'envers. Les coureurs passeront les Alpes avant les Pyrénées. Bonsoir. Et avant tout cela, un nouveau traitement pour certains cas de leucémie. Inutile de créer de faux espoirs. Cela concerne pour l'instant très peu de malades. Cependant, c'est la première fois que pour ce type de maladie, on ne traite pas en tuant les cellules cancéreuses, mais en les ramenant à l'état normal. C'est donc une nouvelle direction pour la recherche sur le cancer. Ce sont les travaux d'une équipe franco-chinoise qui seront présentés cette semaine dans un congrès à Paris. Alain Labouze. Il y a à peine un an, cette femme n'espérait plus reprendre son travail d'aide comptable. Elle souffrait, comme une centaine d'autres malades en France, d'une forme très grave de leucémie. Pour elle, la vie, ce n'était plus que l'hôpital. Avant le traitement, on m'a annoncé déjà, d'une part, que j'avais une leucémie. Donc, quand on dit leucémie, c'est-à-dire la mort, on ne connaît pas, c'est vrai, le traitement qu'on peut faire. Donc, on m'a fait une chimio. On m'a mis en aplasie, c'est-à-dire on m'a tué toutes les globules. Et j'étais en chambre stérile. Dans cette leucémie, certaines cellules sanguines, ici en violet, prolifèrent de façon anarchique. Avec le Toutrans, ce nouveau médicament dérivé de la vitamine A, 3 mois plus tard, les cellules retrouvent leur état normal. Ils me traitaient en comprimé, ils m'ont enlevé toutes les perfusions, donc pour moi j'étais libre. Je pouvais sortir de ma chambre. Bon, ça a duré en l'espace de 2-3 jours, mes globules ont tous remonté, mes plaquettes aussi, mais ils m'ont gardé une semaine pour vérifier, pour me contrôler. Et ensuite j'ai pu sortir, c'était super quoi. Ce sont des Français et des Chinois qui sont à l'origine de cette découverte. Une approche thérapeutique totalement différente pour soigner la leucémie. Avant, on pensait que pour éliminer les cellules malignes, il fallait forcément les tuer et donc employer des traitements toxiques. Aujourd'hui, pour la première fois, des chercheurs ont démontré qu'il était possible d'agir autrement, en douceur sur ces cellules malades pour les faire redevenir normales, en quelque sorte pour les ramener dans le droit chemin. Alors les Chinois, quand on discutait avec eux de ce type de traitement de différenciation, c'est-à-dire changer une cellule maligne en cellule normale, pour eux c'était vraiment correspondre à leur philosophie. En effet, ils préfèrent changer de mentalité plutôt que tuer, et donc ils ont préféré employer ce type de traitement qu'ils ont essayé depuis maintenant plus de 2 ans. Ceci a bien marché, ils ont envoyé le médicament depuis 1 an et nous prouvons que ça marche bien aussi. Attention, ce traitement n'est efficace que dans seulement une seule forme très rare de leucémie. Il ne s'agit donc pas d'un traitement miracle, mais bien d'une voie de recherche extrêmement prometteuse. Le spectre du krach plane toujours. Ce n'est pas une formule magique, c'est l'inquiétude des boursiers. Hier lundi, ils poussaient un ouf de soulagement après l'effondrement de Wall Street vendredi dernier. Ce soir, on est mi-figue, mi-raisin sur les marchés financiers. Ça monte, ça descend, les cours sont partout en dents de scie. Alors, essayons d'y voir clair. Jean Lebert, vous êtes devant vos machines. Alors, où en est-on à Wall Street qui n'est pas encore fermé ? Oui, eh bien Hervé, la reprise amorcée hier à Wall Street a échoué. Pour l'instant, l'indice Dow Jones est en recul de 14,14. En hausse de 88 points en clôture hier soir, l'indice dans l'après-midi a perdu jusqu'à 60 points. La publication d'une rafale de statistiques économiques américaines a perturbé cette reprise. D'abord, les chiffres du commerce extérieur américain. Pour le mois d'août, il est très élevé, 10 milliards 800 millions de dollars, c'est trop. Ensuite, les autres statistiques publiées cet après-midi ont rendu les boursiers nerveux quant à la capacité de l'économie américaine à atterrir en douceur, sans récession. Alors à Paris, Jean, comment ça s'est passé aujourd'hui au Palais Brognard, Eh bien, vous dites ce matin, ça commençait très bien. À l'ouverture, l'indice CAC 40 gagnait 2,17%. Mais devant cette reprise, les épargnants ont joué à prendre l'oseille et tire-toi et ils ont vendu. Ils sont passés à la caisse et ont préféré quitter le marché. À Tokyo, ce matin, la hausse était sensible, plus 1,5%. Londres, en soirée, a perdu 1,3%. Et Francfort, comme hier, en décalage complet, mais en hausse cette fois, a gagné 6,3%.
Alors ça fait beaucoup d'incertitudes, ça monte, ça descend. Hier on poussait un ouf de soulagement, Jean, et puis ce soir on s'aperçoit que rien n'est gagné. Oh non, rien n'est gagné, Hervé. Un mauvais chiffre, une déclaration intempestive ou une frilosité des autorités à soutenir les marchés peut renverser complètement la tendance. Ce soir, la prudence est de rigueur. Merci, Jean. Un pas en avant du ministre de l'économie dans le conflit des impôts. Pierre Bérégovoy propose une indemnité mensuelle pour les fonctionnaires des finances. Il l'a dit à l'Assemblée. Ce matin, Force ouvrière, de son côté, elle fait un pas en arrière en annonçant que FO ne ferait pas obstacle au paiement des salaires des fonctionnaires. Mais aujourd'hui, de nombreux centres étaient encore en grève. Certains ont même été évacués par les forces de l'ordre. Et l'incertitude demeure toujours pour 6 millions de fonctionnaires ou de retraités. Oui ou non seront-ils payés à la fin du mois? Jean-Pierre Métivé. Ici, sur ordre, ils ont repris le travail. 7 informaticiens qui calculent depuis hier la paye des fonctionnaires dans ce centre des impôts en grève. C'est une mise en demeure du ministère des Finances. Sous peine de sanctions, ordre d'établir les traitements et même de retenir les jours de grève sur les salaires des agents des impôts. Mais ailleurs, les mêmes lettres ont eu un effet contraire. Des piquets de grève à Nice et à Nantes pour interdire l'accès au personnel requis. À Lille, les informaticiens refusent de tempérer, et cela même si tous les syndicats appellent ce soir au paiement des salaires. La confusion règne. Dans de nombreux centres, aucun traitement n'a encore été calculé. Je pense que pour les pensions, qui pour la plupart ont été traitées en début de mois, il n'y aura pas trop de difficultés, sauf dans des gros centres, comme par exemple à Lille, à Tours ou à Toulouse. Par contre, pour les fonctionnaires, il y aura des retards qui seront d'au moins 8 jours, dans l'hypothèse où la situation serait débloquée. Plus difficile, les salaires de 2 millions d'employés communaux. Les circuits sont plus compliqués, le risque de retard plus important. Reste une possibilité qu'envisagent certains, virer les salaires sur la base du mois précédent. Deux questions d'actualité qui nous concernent tous. Elles ont toutes les deux, vous allez le voir, rapport aux enfants immigrés dans nos écoles. C'est pourquoi nous avons invité Lionel Jospin, le ministre de l'Éducation, pour nous donner son point de vue sur ces affaires qui sont, vous allez le voir, de nature tout de même différente l'une et l'autre. La première, eh bien la première, on pourrait l'appeler l'affaire du voile musulman à l'école. Oui ou non, des enfants musulmans ont-ils le droit d'affirmer leur religion à l'école en emportant les signes extérieurs? La question s'était déjà posée à Creil, nous vous en avions parlé. Voici l'exemple d'une jeune fille qui, à Marseille cette fois, a été refusée dans plusieurs établissements parce qu'elle voulait assister au cours, le voile sur la tête. Agnès Poirier. Swan ne reviendra pas sur sa décision. Elle garde son foulard. La directrice du lycée lui demande de l'enlever pendant les cours, alors tant pis pour le BEP couture. Je porte le foulard parce que je suis musulmane, je suis la religion, parce que Dieu nous le dit, c'est une obligation. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas, c'est Dieu qui décide. Swan n'a suivi ici que quelques heures de cours, mais son histoire a fait le tour du lycée. La directrice refuse toute déclaration. Je n'ai fait, explique-t-elle, qu'appliquer les directives du ministère. Mais les élèves et les profs réagissent. Chacun sa religion, ça ne me dérange pas du tout. Si, je sais pas, si ça lui plaît à elle. On n'y est pour rien. Hein. On porte bien la croix, pourquoi pas elle, sa religion à elle. Il y a des élèves ici de toutes les confessions. Donc pour que tout le monde puisse bien s'accorder, il faut qu'il n'y ait aucun signe extérieur de cette religion. Dans la cité où habite Swan, on se dit choqué par toute cette affaire. Je crois que si nous vivons dans une république laïque, c'est parce qu'on pense que dans une république laïque, il y a le respect et la tolérance de tous les choix possibles. De conceptions de monde qui s'opposent au nom des mêmes valeurs, laïcité et tolérance. Alors voilà pour le cas de Marseille, on l'avait déjà vu pour Creil, pour d'autres villes aussi. Alors Lionel Jospin, ce sont des affaires difficiles parce que les avis divergent et d'ailleurs pas en fonction forcément des clivages politiques. Alors quelle est la position du ministre de l'Éducation sur une affaire comme celle-ci? D'abord je voudrais quand même dire que ces affaires sont limitées. C'est-à-dire que de nombreux enfants d'immigrés ou d'origine par ailleurs confessionnelle différente sont accueillis par les écoles, et notamment par l'école publique, sans problème. Et j'ai envie d'ajouter une deuxième chose, je ne suis pas sûr, bon, on a posé des questions de principe, c'est sûrement utile, mais je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à braquer les médias à chaque fois qu'il y a une petite fille qui va avec un foulard sur la tête dans une école. J'ai l'impression qu'il faut traiter ces problèmes avec calme et avec discrétion. Si à chaque fois on en fait une affaire nationale, on ne nous aidera peut-être pas à les résoudre. Non, mais il y a des principes de base, par exemple pour l'école, la laïcité. Non, mais ces remarques, à mon avis, étaient utiles, parce que je connais bien les tentations. Laissons ces problèmes se régler là, ils doivent être réglés. Alors, les principes. Ben, je crois qu'il y a la laïcité. La laïcité,
c'est à la fois la tolérance, alors on peut dire, mais c'est la tolérance de la diversité des religions, éventuellement de l'expression par des signes extérieurs de cette diversité. Mais c'est aussi la neutralité, en tout cas à l'école. À l'école, le principe, c'est la neutralité religieuse. On ne doit pas afficher de façon spectaculaire son zèle religieux, parce que sinon, on sépare l'école. Et même, on se souviendra que sous la Troisième République, tous les enfants avaient une blouse grise. C'était une façon d'effacer les différences sociales qui se marquaient dans les vêtements, ou peut-être les différences religieuses. Bon, maintenant, heureusement, on n'en est plus à la blouse grise. Et d'ailleurs, les jeunes, qui sont habitués à se vêtir de façon totalement différente, en jean autrement, sont les plus tolérants, je dirais, dans cette affaire. Eux, ils disent que ça ne les gêne pas. Moi, je suis quand même attaché à cette neutralité, à cette laïcité, donc je dis, il ne faut pas afficher à l'école les signes des différences religieuses. Donc pas de foulard, par exemple. Ça voudrait dire ça. Mais je mets avant cela... Non mais écoutez, j'explique une situation complexe, et donc je le fais simplement, mais ça prend un petit peu de temps. Mais je mets au-dessus de ça un autre principe, qui est que l'école, en France, doit accueillir tous les enfants. L'école ne doit pas être un lieu de refus ou d'exclusion, et à mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. Ensuite, c'est par le dialogue avec les parents, avec la communauté représentative, avec les enseignants, avec les élèves concernés, qu'on règle les problèmes et pas toujours, si possible, sous les projecteurs des médias. C'est ça, parce que la différence entre la tolérance, l'intolérance devient assez proche et les relents de racisme réapparaissent dans ces cas-là, surtout que dans beaucoup de cas, c'est des enfants musulmans. Oui, d'ailleurs, cette jeune fille plutôt, apparemment c'était une jeune fille, disait, comme je suis musulmane, je dois porter, non pas le voile exactement, mais disons un foulard ou le tchador. Bon, il y a beaucoup de petites filles ou de jeunes gens d'origine de confession islamique qui ne portent pas cela. Donc ce n'est pas du tout une obligation. Je crois qu'il faut dialoguer là aussi, mais accueillir. Et ensuite, le dialogue. Alors, on va voir votre position maintenant sur une autre affaire, c'est celle de Montfermeil. Là encore, des enfants d'immigrés sont en cause, mais pas à cause de leur religion. Le maire de Montfermeil, Pierre Bernard, vient de supprimer les crédits à 2 écoles maternelles. Il reproche à ces 2 écoles d'avoir accueilli des enfants d'immigrés malgré son opposition à ces inscriptions. Chantal Kimerlin. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 40 enfants de Montfermeil n'ont pas été inscrits à l'école maternelle normalement. Le maire s'y est opposé. Il a fallu une ordonnance spéciale du préfet pour les scolariser. Chaque année, depuis 1985, 40 à 50 enfants d'immigrés sont refusés à l'entrée des classes de 2 écoles d'une cité défavorisée. Cette année, les enseignants eux-mêmes ont visité les familles d'enfants scolarisables et en ont envoyé la liste au préfet. Alors moi, en tant qu'institutrice, ce que je peux dire, c'est que pour moi, l'école est ouverte à tous, doit être ouverte à tous, et que nous devons d'accueillir tous les enfants, quelle que soit leur nationalité. Nous ne nous occupons pas de la nationalité qu'ils ont. Depuis 4 ans, les relations entre les directeurs d'école et le maire sont tendues. Il faut se battre des mois, disent les enseignants, pour réparer un portail. Plus grave, le maire menace de supprimer les cantines et le chauffage après la Toussaint. Un véritable casse-tête pour la directrice. Au niveau de l'organisation de l'école, de la gestion pédagogique de l'école, ça a posé d'énormes problèmes. Mais pour le maire de Montfermeil, le problème dépasse et de loin l'éducation nationale. Le vrai sujet, madame, encore une fois, ce n'est pas la scolarité de quelques enfants en 3 ans et 4 ans, mais c'est un problème d'immigration. Aujourd'hui, les enseignants réclament l'intervention du ministère de l'Éducation nationale. Alors voilà pour les faits. Dans cette affaire, monsieur le ministre, il me semble que votre position est beaucoup plus tranchée puisque vous avez déjà affirmé votre solidarité avec les 2 directrices. Oui, on n'a pas à réclamer l'intervention du ministère de l'Éducation nationale. Il est déjà intervenu. Je suis déjà intervenu. Il s'agit d'une affaire la plus grave, plus sérieuse que ces affaires importantes de foulards, de fichus ou de croix ou de signes religieux. Car l'école en France, c'est sa mission, c'est son honneur, a vocation, a l'obligation d'accueillir tous les enfants. Et aucun élu ne peut dire « je n'accueille pas tel enfant en raison de son origine ». Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement contre le maire? Alors, premièrement, sachez qu'actuellement, les enfants à Montfermeil sont accueillis. C'est quand même une première réponse. Donc, ce n'est pas le maire qui l'emporte, c'est la loi. Les enfants sont effectivement accueillis parce que nous y avons veillé. D'autre part, j'ai affirmé ma solidarité effectivement avec les directrices d'école qui n'ont fait qu'appliquer leurs devoirs d'enseignants et les lois de la République. Troisièmement, si jamais le maire voulait ne pas remplir ses obligations, c'est-à-dire par exemple la cantine, le chauffage ou autre, cela lui serait imposé
imposé et il aurait à le payer naturellement. La commune, cela lui serait imposé. Par qui? Par le préfet, par l'intervention, effectivement, du représentant de l'État et de la loi. Et enfin, je voudrais ajouter une dernière chose, pour que ce soit bien clair. Je voudrais vous annoncer qu'aujourd'hui, le garde des Sceaux, avec l'accord du ministre de l'Intérieur et à ma demande, ministre de l'Éducation, diligente une action publique, c'est-à-dire en réalité poursuit, ou demande la poursuite du maire pour discrimination. Comme il s'agit d'un élu, il y a une procédure spéciale, cette demande doit être faite auprès de la Cour de cassation qui doit désigner un juge. Eh bien, cette demande est adressée aujourd'hui à la Cour de cassation. Le maire de Montfermeil doit respecter la loi républicaine et s'il pratique une discrimination entre les enfants par rapport à un droit, le droit d'aller à l'école, il sera poursuivi et la justice aura à se prononcer. Alors dernière question, ça veut dire qu'en aucun cas, enfin dans tous les cas plutôt, l'école française doit accueillir tous les enfants de toute nationalité, quel que soit leur nombre et quelle que soit la proportion qu'ils représentent dans une école? Naturellement. Naturellement. C'est déjà le cas dans de nombreux quartiers où ces proportions existent. Le problème global de l'immigration est un problème dont on peut débattre. Mais notre devoir d'accueillir les enfants, il est absolu. C'est un devoir tout simplement humain. Merci Monsieur Jospin. Une discussion budgétaire qui commence dans la confusion. Avant l'ouverture de la séance, cet après-midi à l'Assemblée, à droite comme à gauche, on avait bien du mal à se mettre d'accord sur l'attitude à adopter. Alors si bien qu'avant la séance, on a assisté à toutes sortes de réunions pour accorder les violons. Pascal Guignet et Roland Sicard, experts en débat parlementaire, étaient présents pour Antenne 2. On ne demande qu'à le croire, tout s'est passé dans la bonne humeur. C'est avec le sourire que les trois groupes de l'opposition réunis au grand complet ce matin ont mis au panier les règles de fonctionnement négociées à grand-peine mardi dernier. C'est avec fair play que Bernard Pons a renoncé au droit de veto, pourtant si cher aux gaullistes. C'est avec joie que Valéry Giscard d'Estaing s'est fait l'écho de la base rénovatrice. Et c'est avec félicité que Pierre Méhaignerie a vu ses choix entérinés par ses partenaires. C'est donc une conception très démocratique de l'intergroupe qui prévaut ce soir. Pour Giscard, un premier pas vers une formation unique de l'opposition. Pour les rénovateurs, l'occasion de dégager des majorités d'idées hors des carcans partisans. Tout le monde, en tout cas à droite, l'a compris, l'électorat de l'opposition en a assez des querelles de famille. Sur le budget donc, l'opposition votera comme un seul homme. Budget encore, budget toujours, mais côté socialiste cette fois. Le PS et le gouvernement ont tenté d'accorder leur violon, c'était ce matin chez Michel Rocard. Malgré les apparences, l'ambiance n'était pas franchement la bonne humeur, et quelques fausses notes ont même franchi les portes feutrées de Matignon. Et puis l'inévitable compromis s'est fait jour, un peu plus d'impôts sur la fortune, de taxation sur les plus-values, de ressources pour les collectivités locales contre un peu moins d'impôts sur les sociétés, l'accord a fini par être trouvé. On arrive à la solution de bon sens qui est qu'on représente les mêmes électeurs, on a les mêmes objectifs politiques, donc on fait un compromis. Mais pendant que les socialistes se rejoignent, les centristes, eux, s'éloignent. Ils campent ce soir sur une ligne dure, forts de leurs amendements, co-signés par l'UDF et le RPR. Dans l'état actuel du budget, il n'est pas question de le voter. Pour autant, la discussion commence. Nous allons voir l'accueil que le gouvernement va réserver à nos amendements qui sont importants. La situation est donc claire, comme les communistes refusent eux aussi le texte, Michel Rocard n'a pas de majorité pour voter le budget, le 49.3 pourrait bien le tirer d'affaire. Mais, fine mouche, le RPR prend les devants en proposant que l'intergroupe de l'opposition se réunisse dès jeudi. Objectif, étudier une éventuelle riposte par motion de censure. Ce qu'il y a de bien avec cet intergroupe, c'est que chacun peut y trouver son bonheur. Peugeot, négociation difficile. Les grévistes de Mulhouse ont voté le principe de la poursuite de la grève. Et demain, les grévistes voteront pour donner une réponse aux propositions de la direction. Mais pour l'instant, les syndicats jugent ces propositions beaucoup trop faibles. Social encore avec le problème du travail temporaire et ses excès. Il faut savoir que dans l'industrie, le nombre de ces emplois, c'est-à-dire les contrats à durée déterminée ou bien les intérims, ce nombre a triplé en 10 ans. Et pour les travailleurs, ce sont bien sûr autant de garanties en moins. Exemple, cette usine de chaussures à Fougères. Véronique Auger et Jean-François Chauvet, reportage. Il n'a pas voulu dire son nom. Il est rentré chez JB Martin à 20 ans. Il y a même rencontré sa femme. Il a été licencié à 43 ans. 6 mois plus tard, il a retrouvé sa machine, mais pas la tranquillité. Il est passé au contrat à durée déterminée. L'actuel se termine dans quelques jours. Les femmes qui occupaient ces postes de travail sont déjà parties. C'est la morte saison dans la chaussure. Ici, un salarié sur 3 est en situation précaire. Ils avaient été licenciés quand l'entreprise allait mal. Depuis 3 ans, ils alignent les contrats.
Ce soir-là, ils étaient plus de 30 à s'être déplacés après le travail pour témoigner devant la caméra. Ils ne souhaitent pas être filmés chez eux, ils ont honte d'avoir l'air de se plaindre alors que tant de chômeurs, disent-ils, souhaiteraient leur place. Honte de montrer qu'eux au moins ont une maison. Quand j'ai été licencié, je venais juste de faire construire une maison. Ça faisait 7 mois que j'étais aménagé dedans. Ma femme était licenciée d'une autre entreprise 15 jours avant moi. Il fallait vivre avec ça et mes 2 enfants. Et vous en on vit arrivez? dans un climat d'incertitude perpétuelle. J'ai commencé en 1957. Oui. 28 ans, je suis restée, et puis après il y a eu des licenciements. Bon bah puis après, maintenant c'est l'engrenage qui... Vous aimeriez être embauché? Ah bah oui. Ma vie, je l'ai toujours vécue dans l'usine, alors nous on fait un petit peu, si vous voulez, partie des murs. On se trouve chez nous. Et vous pensez que d'ici l'âge de la retraite, vous avez des chances d'être embauché à JB Martin? Ah non, moi j'y crois plus. Hein. Personnellement, j'y crois plus. Pas facile de travailler à côté de ceux qui ont échappé au licenciement. Beaucoup fonctionnent au tranquillisant. Ils n'ont plus de vacances, plus d'ancienneté. Face à eux, un patron qui a sauvé l'entreprise de la faillite. Sa philosophie, ou rester souple en France, ou bien envoyer la production au Maroc. Pour lui, souplesse veut dire contrat à durée déterminée. Nous avons beaucoup de travail. Mais s'il y a d'ici quelques temps un renversement de situation, là il faut pouvoir avoir la possibilité de réaction rapide. Et il est évident que d'avoir ensuite à réduire du personnel permanent, c'est extrêmement dommageable pour l'entreprise. Plus dur encore. Ce sous-traitant travaille pour JB Martin avec des anciens de JB Martin. Comme les autres, ils sont embauchés au contrat, mais ici, ils sont payés 800 francs de moins. Peut-être un tournant en Allemagne de l'Est, c'est en effet ce soir que se réunit le Politburo du Parti communiste. Or, ce bureau politique pourrait bien décider du sort d'Erich Honecker, le numéro 1 est-allemand. La pression était très forte hier dans la rue et aujourd'hui avec les manifestations, surtout celle de Leipzig hier soir, qui a réuni plus de 100 000 personnes. Des tramways arrêtés d'eux-mêmes par leurs conducteurs sur un des axes principaux de Leipzig et une foule de plus de 120 000 personnes. Non seulement la ville n'avait jamais vu ça, mais la RDA tout entière n'avait jamais vécu cela depuis sa fondation, voilà 40 ans. Pas un policier à l'horizon, la foule, livrée à son propre sens de la discipline, en appelle à Mikhail Gorbatchev. Démocratisation, liberté de presse, droit de voyager librement, jamais les revendications n'ont été articulées aussi haut et fort. Et les médias officiels, pour la première fois, ont cru bon d'en rendre compte. Si le mécontentement a choisi Leipzig pour s'exprimer, c'est qu'il s'agit non seulement de la deuxième ville d'Allemagne de l'Est, mais d'une ville de forte exposition, confrontée aux richesses de l'étranger. Avec un centre-ville propre et soigné, destiné à faire bonne impression, mais un des taux de pollution les plus élevés d'Europe centrale. Et dans les quartiers Est, plus de 100 000 personnes qui vivent encore dans des ruines qui n'en finissent pas d'être réhabilitées. Allez-y, nous dit cette femme, montrez en Occident dans quel taudis nous vivons. Excédés des faux-semblants et des contraintes du régime de Berlin-Est, les habitants ont décidé de changer de forme de manifestation, de changer de slogan. Voyons maintenant d'autres informations, tant politiques qu'économiques, françaises ou internationales. Tout cela en bref, en commençant par le report du lancement de la navette américaine Atlantis. Louis Carzou. Report de 24 heures du lancement de la navette Atlantis sous réserve des conditions météo. Ce sont déjà les nuages orageux au-dessus de la Floride qui ont fait capoter le décollage prévu aujourd'hui. La navette doit emporter la sonde Galileo chargée de l'observation de Jupiter. Le gouvernement sud-africain prêt à négocier avec les 7 dirigeants de l'ANC récemment libérés. Le numéro 2 de l'organisation anti-apartheid, Walter Sisulu, a rappelé pour sa part les conditions préalables aux discussions, la suppression de toutes les restrictions contre les opposants et le retour des exilés. Les aventures en Écosse pour un dragueur de mine de Sa Majesté. Le Bracken, victime semble-t-il du vent trop fort et d'une panne mécanique, s'est échoué dans la région des Darrens pour le plus grand plaisir des enfants des villages voisins. La Royal Navy n'a fait aucun commentaire mais a ordonné une enquête.
Jean-Louis Beffa, PDG de Saint-Gobain, nommé manager de l'année par le Nouvel Économiste. Ce patron de 48 ans avait succédé à Roger Fauroux en 1986 à la tête du numéro 1 français du verre. Présent dans 20 pays, Saint-Gobain réalise actuellement un chiffre d'affaires de 60 milliards de francs. Démantèlement d'un réseau de faux monnayeurs près de Nice, un véritable supermarché de la contrefaçon selon les enquêteurs. La police a retrouvé 20 millions de francs en fausses coupures de 200 francs ainsi que du matériel d'imprimerie très sophistiqué. Les faussaires s'apprêtaient à fabriquer des dollars, francs suisses et francs CFA. Dernière nouvelle des marchés financiers, Wall Street au dernier pointage était encore à la baisse. Le Dow Jones perdait un peu plus de 16 points. Et j'ajoute que les obsèques du général Favreau ont eu lieu cet après-midi. Elles ont été célébrées à Saint-Denis-de-Pile, près de Libourne. L'ancien gouverneur militaire de Paris a été inhumé en présence d'1 millier de personnes. Sa famille et de nombreuses délégations militaires lui ont rendu hommage. Jean Favreau a été assassiné, vous le savez, son corps avait été retrouvé vendredi dernier dans les eaux de la Dordogne. Le Tour de France 90, on connaît le tracé maintenant, ça y est, les organisateurs l'ont présenté ce matin. Et comme Antenne 2 est la chaîne du vélo, ça vous le savez, que l'année prochaine c'est encore Antenne 2 Tilt qui retransmettra l'épreuve, eh bien ce tracé, nous vous le présentons avec les premières réactions des utilisateurs du Tour. Jean Mamère. Première constatation, le Tour 1990 est inversé. Il passe d'abord par les Alpes, fait un léger détour par le Massif central avant de retrouver les Pyrénées. Il est long de 3400 km, les étapes en sont plus courtes, il devrait donc normalement être plus dynamique. Innovation, il démarre du Futuroscope de Poitiers et remonte vers la Bretagne. Grande nouveauté, le Tour pour la première fois fait escale au Mont-Saint-Michel. Originalité, au lendemain de la plus longue étape Mont-Saint-Michel-Rouen 300 km, le transfert entre Rouen et Sarrebourg. Dur mais obligatoire, l'éviction de la région Provence-Côte d'Azur pour le plus grand plaisir de la Suisse et du Massif central. Enfin souvenir, l'un des 4 contre-la-montre individuel à Vassivière, autrefois Lemoyne avait battu Hinault. Bref, un tour pour coureurs avisés. Je crois que c'est un peu moins difficile que cette année, mais je crois que c'est un Tour de France comme toutes les années, concours très complet. Pour moi c'est bien, j'aime bien, les contre-la-montre sont à mon distance. Il y a un 65 km, un 45. Le dernier contre-la-montre, j'ai gagné en 85 et je pensais un bon parcours pour moi et aussi pour les enfants complètes. Autre point fort, jamais le Tour n'a été aussi richement doté. 2 millions de francs aux vainqueurs, 10 millions de francs de prix au total. Elle est vraiment la plus grande course du monde. C'est mieux voir un Tour de France avec beaucoup d'argent que beaucoup de courses sans argent. Voilà, vous savez tout ou presque, sauf bien sûr le nom du prochain vainqueur. Voilà, il me reste à vous donner le résultat du tiercé. Alors vous allez voir, c'est très compliqué ce soir parce qu'il y a eu des chevaux ex aequo, alors ça fait plusieurs tiercés, plusieurs quartés. On regarde ça tout de suite. Le tiercé, 14-4 As, vous lisez les rapports. Il y en a un autre, 19-4 As bien sûr, et l'autre c'est 19-4-16. Voilà, vous avez bien entendu 19-4 As, 19-4-16. Je vous laisse lire les rapports, ils ne sont pas identiques. Ensuite, l'écarté. On y vient, c'est le quintet plus, alors c'est encore plus compliqué. 19-4 As, 16, 15. Là, vous lisez ou vous lisez pas, c'est comme vous voulez. Puis il y a d'autres formules, je crois. 19, 4, As, 4, 16, As, 15. Bon, si vous y retrouvez, vous avez de la chance. Voilà, fin de ce journal. La météo, c'est tout de suite avec Sophie Davant. 23h30, dernière édition, ce sera Henri Sagnier, comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas, demain, Télématin, ça commence à 6h30 avec Madi Tram. Les journaux sont présentés par Gérard Morin à 7h, à 7h30 et à 8h. Et François Ponchelet recevra dans les 4 vérités de Télématin Jean-Louis Beffa, le PDG de Saint-Gobain, qui a été choisi, élu manager de l'année. Voilà, bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.